La grilles de détection capta quelque chose d'impossible. L'ambassadeur Thilren, les bras tremblants d'excitation, scrutait les relevés du système solaire. Après avoir observé ces êtres primitifs pendant des décennies, l'humanité avait enfin atteint la communication quantique. Elle pouvait désormais atteindre les étoiles. Selon une loi ancestrale, toute espèce capable de voyager plus vite que la lumière était invitée à rejoindre la civilisation galactique. Tilran avait passé des années à se préparer à ce moment. Il avait étudié les émissions humaines, apprenant leur langue et leurs coutumes. Il avait vu leur guerre s'achever sous la forme d'un gouvernement unifié. Il semblait prêt, peut-être un peu agressif comparé à la plupart des espèces. Mais c'était normal pour les jeunes civilisations. Quelques siècles de paix et de commerce suffiraient à les apaiser. Le Conseil de l'accord approuva sa mission en quelques heures. 47 vaisseaux l'accompagneraient jusqu'au système solaire. Un geste grandiose, témoignant de l'immensité et de l'unité de la société galactique. Le grand érudit Pym rejoignit l'expédition, impatient de documenter le premier contact avec une espèce d'un monde jardin. Le médecin Quist apporta d'importantes bases de données biologiques pour mieux comprendre la physiologie humaine. Le commandant Sola menait l'escorte militaire, même si le terme « armée » paraissait exagéré. L'accord n'avait pas connu de guerre depuis 3000 ans. Leur flotte pénétra dans le système solaire près de Saturne, la géante gazeuse aux magnifiques anneaux. Le protocole de premier contact exigeait une démonstration de force et d'unité. Les 47 vaisseaux s'alignèrent en une formation géométrique parfaite, leurs moteurs flamboyants, contrastant avec l'obscurité. Le spectacle était magnifique. Chaque espèce réagissait positivement à ces démonstrations de prouesse technologique. Tilren composa lui-même le message de bienvenue. Les mathématiques en constituaient le fondement, puis les concepts fondamentaux de la physique permettaient d'aborder le langage. Le message expliquait qui ils étaient, d'où ils venaient et ce qu'ils offraient. L'amitié, le commerce, le savoir, et une place parmi les étoiles pour l'humanité. Il appuya sur le bouton de transmission et sourit. Ce moment resterait gravé dans les mémoires. 3 heures plus tard, son sourire s'effaça. La Terre ne répondit pas par un message, mais par une alerte des capteurs. Des vaisseaux décollaient du système interne, de nombreux vaisseaux. Le commandant Sola effectua l'analyse à 2 reprises. Convaincu que les instruments dysfonctionnaient, il constata que les signatures énergétiques étaient incohérentes et que les mesures de masse semblaient impossibles. 23 vaisseaux émergèrent de l'orbite terrestre, accélérant à des vitesses qui auraient dû écraser tout équipage à bord. Ils avançaient avec détermination, formant un rempart défensif entre la Terre et la flotte de l'accord. Chaque vaisseau pesait 5 fois plus lourd que le plus grand vaisseau de l'accord. Leurs coques hérissaient de capteurs actifs et de systèmes d'armes qui glaçaient le sang de Sola. Ce n'étaient pas des vaisseaux d'exploration. C'étaient des vaisseaux de guerre, massifs, lourdement armés, conçus pour la destruction. La transmission humaine était claire et nette. Une voix masculine, dure comme la pierre, prononçait des mots que les systèmes de traduction peinaient à adoucir. Vaisseaux inconnus, vous avez pénétré en territoire humain souverain sans autorisation. Désactivez vos systèmes d'armement et exposez immédiatement vos intentions. Vous avez 3 minutes pour obtempérer avant que nous ne vous considérions comme hostiles. Le cœur de Tilren battait la chamade. Des armes, les vaisseaux de l'accord étaient à peine armés. Leur rare système défensif était conçu pour neutraliser les moteurs, pas pour détruire les vaisseaux. Ces humains pensaient que la flotte de l'accord représentait une menace. « Répondez !» hurla Pym depuis l'autre bout du centre de commandement. « Dites-leur que nous venons en paix !» Tilran se reprit et ouvrit un canal. « Ici l'ambassadeur Tilran de l'accord galactique. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous sommes venus souhaiter la bienvenue à l'humanité au sein de la civilisation galactique. Nous sommes des explorateurs et des diplomates pacifiques. » Un long silence suivit, puis la voix humaine reprit, légèrement moins agressive, mais toujours prudente. « Vous avez amené 47 vaisseaux pour nous saluer. Voilà une définition intéressante de la paix. » Tilran contempla sa flotte avec un regard humain et fut saisi d'horreur.
Ce motif géométrique, si beau et si harmonieux selon les principes de l'accord, aurait ressemblé à une formation de combat pour une espèce prudente. Le positionnement autour de Saturne pourrait passer pour une tentative de contrôle du système solaire externe. Les allumages synchronisés des moteurs pourraient sembler annoncer une préparation à une attaque. Ils avaient terrifié ces gens. Comprenez bien, transmis rapidement Thilrin. Il s'agit du protocole de premier contact standard de l'accord. Nous affichons notre nombre pour démontrer notre unité. Nous positionnons nos vaisseaux pour mettre en valeur notre technologie. Nous ne représentions aucune menace. Nous ignorions vos coutumes. Un long silence suivit. Thilrin observa les vaisseaux de guerre humains ajuster leur position, créant des champs de tir superposés qui couvraient tous les vaisseaux de l'accord. Celui qui commandait cette flotte maîtrisait des tactiques que l'accord avait oubliées depuis des millénaires. Soudain, une autre voix se fit entendre. Féminine, plus calme, mais empreinte d'une autorité qui imposait le respect. Ici l'amiral Cole de la Coalition de défense unie de la Terre. Ambassadrice, votre peuple a besoin d'apprendre quelque chose sur les humains. Quand on aperçoit des vaisseaux inconnus en formation près de nos côtes, on craint le pire. La Terre n'est pas tendre avec les suppositions pacifiques. L'amiral Cole poursuivit. Je vais demander à mon équipe scientifique d'établir des protocoles de communication précis. Nous allons en discuter, mais votre flotte reste exactement où elle est, et la nôtre reste exactement où elle est, jusqu'à ce que nous ayons tous les intentions clairement définies. Compris. Thilrin acquiesça aussitôt. Quel autre choix avait-il? Pendant les 6 heures qui suivirent, une scientifique humaine nommée Amira Hassan travailla avec un linguiste des accords pour créer de meilleurs systèmes de traduction. Elle semblait sincèrement enthousiaste à l'idée du premier contact, posant une multitude de questions sur la biologie et la culture des accords. Son enthousiasme rappela à Thilrin pourquoi il avait tant souhaité participer à cette mission. Tous les humains n'étaient pas des guerriers, mais les vaisseaux de guerre demeuraient. Patients, vigilants, prêts. Le grand érudit Pym examina les maigres données disponibles sur Terre et fit une découverte qui expliquait tout. Il fit irruption dans le centre de commandement, le visage hérissé de stress. Ambassadeur, j'ai analysé leurs données planétaires. La Terre n'est pas un paradis. C'est une planète de catégorie 9, synonyme de danger mortel. Le centre de commandement se toute. La catégorie 9 désignait une gravité extrême, des conditions climatiques violentes, une géologie instable, des prédateurs agressifs et des risques environnementaux qui anéantiraient la plupart des espèces de l'accord en quelques heures. Seules 10 planètes connues atteignaient ce niveau de dangerosité. Aucune n'avait jamais abrité de vie intelligente. Ils ont évolué sur une planète qui cherchait à les anéantir chaque jour, poursuivit Pym d'une voix tremblante. Leur gravité est de 0,9. Leur atmosphère présente des niveaux d'oxygène que nous considérons toxiques. Leur système météorologique génère des vents suffisamment violents pour détruire des bâtiments. Ils avaient survécu aux ères glaciaires, aux supervolcans, aux impacts d'astéroïdes et aux extinctions massives. Et ils avaient quand même construit des vaisseaux spatiaux. Le commandant Sola comprit immédiatement. Pas étonnant qu'ils aient commencé par les vaisseaux de guerre. Leur planète leur avait appris que la paix exige la force. Thilrin scrutait la flotte humaine sur ses capteurs. Chaque vaisseau était hérissé d'armes conçues par des esprits qui maîtrisaient l'art de la survie. L'humanité avait survécu de justesse à un monde cauchemardesque qui aurait anéanti n'importe quelle espèce membre de l'accord. Elle n'avait connu la paix qu'une fois assez forte pour l'imposer. Et l'accord était arrivé dans son système, d'origine avec 47 vaisseaux en formation de combat. « Ouvrez un canal », ordonna Thilrin. Transparence totale cette fois. Lorsque l'amiral Cole apparut à l'écran, Thilrin s'inclina selon le rituel de l'accord, les 4 bras grands ouverts. « Amiral, nous vous devons des excuses. Nous ignorions quel genre de monde avait vu naître votre espèce. Nous sommes venus en supposant que vous étiez comme nous,
des êtres paisibles venus de planètes sereines. Nous nous sommes trompés. Nous vous avons effrayé chez vous. Je vous en suis profondément désolé. » L'amiral Cole l'observa longuement. Son visage était difficile à déchiffrer, mais Tilran crut percevoir une légère détente. « Ambassadeur, nous apprécions votre franchise. Et peut-être avons-nous réagi de manière excessive. Déployer toute la 3e flotte était sans doute disproportionné. » Elle esquissa un sourire. « Mais vous êtes dans notre système. Nous protégeons notre foyer. »« Je comprends parfaitement, » répondit Tilran. « Peut-être pourrions-nous repartir à zéro, nous rencontrer face à face en tant que représentants de nos peuples et parler comme des amis plutôt que comme des ennemis potentiels. » L'amiral Cole acquiesça lentement. « Nous pouvons le faire. Mais, ambassadeur, il y a une chose que vous devez savoir sur les humains. Nous ne faisons pas facilement confiance. La Terre nous a appris que survivre, c'est être prêt à tout. Votre peuple aura besoin de patience avec nous. Ovayaosu et vous aussi, vous aurez besoin de patience avec nous, » répondit Tilran. « Nous vivons en paix depuis des millénaires. Votre force nous effraie, mais peut-être pouvons-nous apprendre l'un de l'autre. » La transmission s'interrompit. Tilran s'effondra sur son siège de commandement, épuisé. Le premier contact ne s'était pas déroulé comme prévu, mais l'humanité ne les avait pas anéantis, et c'était déjà une réussite. Pym s'approcha discrètement. « Que faisons-nous maintenant ?» Tilran observa les cuirassés humains, toujours en position avec une précision militaire. Quelque part sur ces vaisseaux, des humains surveillaient la flotte de l'accord avec la même prudence, 2 peuples très différents, se rencontrant dans l'obscurité interstellaire. « Nous discutons, » répondit simplement Tilran. « Nous apprenons et nous espérons que les habitants de Deathworld ont de la place dans leur cœur pour l'amitié. » L'amiral Raymond Cole avait vu bien des choses étranges en 30 ans de service militaire, mais rien ne l'avait préparé à la créature insectoïde à 4 bras qui s'affichait sur son écran. L'ambassadeur Tilren ressemblait à une mante religieuse qui aurait épousé un homard et qui, d'une manière ou d'une autre, aurait développé une forme d'intelligence. Sa voix, traduite, avait une musicalité qui semblait en décalage avec son apparence. Raymond était assis dans le poste de commandement du Titan's Wake, le plus récent et le plus grand cuirassé de l'humanité. Autour de lui, les membres d'équipage travaillaient avec une efficacité discrète, surveillant l'impasse entre la 3e flotte terrienne et les visiteurs extraterrestres. 3 jours s'étaient écoulés depuis la signature de l'accord, et les tensions, autrefois critiques, n'étaient plus que palpables. « Ambassadeur, je vais être direct, car c'est ainsi que les humains communiquent, » dit Raymond. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Les avant-bras de Tilren esquissèrent des mouvements qui ressemblaient à des gestes. « Comme je l'ai expliqué, l'humanité a atteint la capacité de propulsion quantique. Conformément à la loi de l'accord galactique, toute espèce atteignant ce jalon reçoit une invitation à rejoindre notre coalition. Nous comptons 200 espèces membres, représentant 5000 ans de coopération pacifique. »« 200 espèces, » répéta Raymond, et aucune n'a songé à mentionner que se présenter avec 47 vaisseaux pourrait paraître agressif. « Nos protocoles ont été conçus pour des espèces originaires de Monde Jardin, » admit Tilren. « Des êtres qui ont évolué dans la paix et l'abondance. Nous n'avions pas tenu compte des habitants des mondes de la mort, encore ce mot. Habitants des mondes de la mort. » Raymond l'avait entendu des dizaines de fois ces 3 derniers jours. Les extraterrestres l'utilisaient comme les humains diraient un vétéran ou survivant. Il inspirait le respect, mais aussi la crainte. « Parlez-moi de l'accord, » demanda Raymond. « Que signifie concrètement être membre ?» Tilren sembla se détendre, ses bras se relâchant dans une position plus confortable. L'accord assure la protection par l'unité, le commerce intersystème, le partage des technologies et des connaissances, la résolution diplomatique des conflits et les échanges culturels. Les espèces membres conservent leur souveraineté sur leur monde, mais s'engagent à respecter des lois communes concernant la guerre, le commerce et le traitement des autres êtres sensibles. La guerre, remarqua Raymond. Vous avez mentionné 5000 ans de paix. Oui, c'est exact. Alors, à quoi vous servent des vaisseaux de guerre ?
Tilryn hésita. C'était la première fois que Raymond voyait l'extraterrestre paraître incertaine. La commandante Sola gère notre sécurité. Peut-être pourrait-elle mieux l'expliquer. Une nouvelle silhouette apparut à l'écran, remplaçant Tilryn. Elle avait une apparence reptilienne, avec des écailles, aux reflets verts et dorés. Son regard était perçant et intelligent. « Amiral Cole, je commande la flotte de sécurité de l'accord », annonça Sola. Sa voix était plus claire, plus directe que celle de Tilryn. Raymond l'apprécia immédiatement. « Je vais être honnête avec vous. L'accord n'a pas mené de guerre depuis 3 millénaires. Nos vaisseaux sont conçus pour neutraliser, non pour détruire. Nous patrouillons les frontières, escortons les diplomates et intervenons en cas d'urgence. Nous ne sommes pas des guerriers. Alors, que se passe-t-il quand quelqu'un refuse la paix ?» demanda Raymond. Le visage de Sola se crispa. Jusqu'à récemment, cela ne nous préoccupait pas. La plupart des espèces de notre région spatiale ont évolué sur des mondes paisibles. La coopération nous était naturelle. Mais il y a 6 mois, une nouvelle menace a émergé des confins de l'espace inexploré. Nous les appelons les ravageurs. Raymond se pencha en avant. « Parlez-moi d'eux. »« Ce sont des pillards, » expliqua Sola. « Ils attaquent les mondes colonisés, s'emparent des ressources et disparaissent avant que nous puissions réagir. Ils ignorent tout contact diplomatique. Nos systèmes de défense sont impuissants. En 6 mois, ils ont déplacé 3 millions d'êtres et détruit 12 colonies. Et vos 200 espèces sont incapables d'arrêter une bande de pillards. » Les écailles de Sola s'assombrirent, peut-être sous l'effet de la honte. « Nous ne savons pas combattre, amiral. Nous savons parler, commercer, construire. Mais la guerre n'est pas dans notre nature. Les ravageurs exploitent cette faiblesse. Ils savent que nous ne les poursuivrons pas, que nous ne riposterons pas par la force. Nous sommes impuissants. » Raymond se recula pour assimiler ces informations. Une coalition de 200 espèces, réparties sur des milliers d'années-lumière, vivant en paix depuis des millénaires. Cela ressemblait au paradis, mais le paradis avait un problème. Sans prédateurs, les espèces proies avaient oublié comment se défendre. « Vous avez besoin de notre aide ?» demanda Raymond. Ce n'était pas une question. « Nous voulons d'abord l'amitié », intervint Tilryn en revenant à l'écran. « L'aide pourra découler de l'amitié, mais nous ne l'exigerons pas. L'humanité ne doit rien à cet accord. » Raymond dut admettre que c'était bien dit. L'extraterrestre était un diplomate hors pair. « Je dois consulter le gouvernement terrien », dit Raymond. « Il s'agit d'une situation bien plus grave qu'un simple premier contact. Vous nous demandez de potentiellement nous impliquer dans vos problèmes de sécurité. Nous ne demandons rien pour l'instant, » répondit Tilryn. « Nous offrons seulement des informations et notre amitié. L'humanité décidera de ce qu'elle en fera. » La transmission s'interrompit. Raymond convoqua son état-major dans la salle de briefing. Diana Ortiz arriva la première, sa meilleure capitaine, tranchante comme du verre brisé et 2 fois plus dangereuse. Elle commandait le Titan's Wake avec une intelligence tactique remarquable et une véritable bienveillance envers son équipage. Derrière elle se trouvait le docteur Amira Hassan, la xénobiologiste qui, depuis 3 jours, ne cessait de parler avec enthousiasme d'un contact extraterrestre. Le lieutenant Ben Carver, jeune mais brillant, fermait la marche avec l'ingénieur en chef Paula Grant. « Des idées ?» demanda Raymond sans préambule. « Ils ne mentent pas », répondit Amira aussitôt. « J'ai analysé leur communication, leur langage corporel, tout. Ils sont vraiment venus en paix. Ils n'ont simplement pas réalisé l'effet que leur démarche aurait sur nous. Leurs vaisseaux sont de type civil, ajouta Paula. J'ai examiné leurs coques et leur système d'alimentation. Ces navires sont conçus pour l'efficacité et le confort, pas pour le combat. Si nous le voulions, nous pourrions neutraliser toute leur flotte en moins de 10 minutes. Ce qui justifie leur demande d'aide, a fait remarquer Ben. S'ils sont incapables de se défendre contre les pillards et que nous possédons la puissance de feu de petits dieux, nous sommes exactement ce qu'il leur faut. Diana était restée silencieuse, étudiant les cartes stellaires qui représentaient l'espace de l'accord. « Amiral, je crois qu'il se trame quelque chose, »
Regardez ceci. Elle afficha un écran holographique montrant les bras spiraux de la galaxie. L'accord contrôle toute cette région. Des espèces paisibles, des mondes jardins, une vie facile. Mais ici, elle désigna une zone marquée en rouge. Les ravageurs arrivent de l'espace obscur. Un territoire inexploré, non cartographié, dangereux. Où voulez-vous en venir ? Demanda Raymond. Je veux dire que l'accord a vécu dans une bulle. Ils ont connu la paix parce qu'ils étaient entourés d'autres espèces paisibles. Mais l'espace est immense, et on finit toujours par rencontrer quelque chose de terrible. Ils n'y sont pas préparés. Et nous, si, lança Amira. Doc, on vient de la Terre, dit Ben avec un sourire. On est préparé à tout, de la guerre nucléaire à l'impact d'astéroïdes. Être préparé, c'était notre métier, acquiesça Paula. La question n'est pas de savoir si on peut les aider, bien sûr que nous le pouvons. La question est de savoir si nous le devons. C'était là le nœud du problème. Raymond avait combattu dans les guerres corporatives de la Terre, à l'époque où les méga-corporations engageaient des armées privées pour régler leurs différends. Il avait vu ce qui arrivait lorsque les forts exploitaient les faibles. Il avait aussi vu ce qui arrivait lorsque les gens bien restés nés passifs. Si nous les aidons, nous nous retrouvons mêlés à la politique galactique, déclara Raymond avec prudence. Nous serons perçus comme des guerriers, des mercenaires, une réputation qui pourrait nous causer des problèmes. Ou au contraire, elle pourrait nous valoir du respect, rétorqua Diana. L'accord a peur de nous en ce moment. Mais si nous leur prouvons que nous utilisons notre force pour protéger plutôt que pour exploiter, tout changera. Il y a aussi l'aspect pratique, ajouta Paula. L'accord possède une technologie que nous n'avons pas. Leurs moteurs quantiques sont plus performants que les nôtres. Leurs connaissances médicales pourraient sauver des vies. Leurs cartes stellaires, à elles seules, valent des milliards. Commercer avec eux serait extrêmement bénéfique pour la Terre. Amira semblait préoccupée. Nous ne devrions pas les aider uniquement par appât du gain. C'est de l'opportunisme. On ne devrait pas les aider par simple pitié, répondit Ben. C'est de la naïveté. Il faut faire preuve de discernement. Raymond écouta le débat de ses officiers, respectant leurs points de vue divergents. Diana voulait aider par conviction. Paula y voyait des avantages pratiques. Ben, quant à lui, prônait la prudence. Amira souhaitait nouer des amitiés avec des espèces extraterrestres. Tous les points de vue sont valables. Voici ce que nous allons faire, décida Raymond. J'inviterai l'ambassadeur Tilrin et son équipe à bord du Titan's Wake pour des entretiens en face à face. Diana, tu les accueilleras. Sois diplomate, mais honnête. Laisse-les voir comment nous vivons, comment nous pensons. Amira, tu t'occuperas des échanges culturels. Paula, montre-leur nos techniques, mais ne dévoile pas encore de secrets militaires. Ben, tu t'occupes de la sécurité. Tu crois qu'il pourrait tenter quelque chose ? Demanda Ben, surpris. Non, mais notre équipage pourrait bien leur faire une peur bleue. N'oublie pas, on est apparemment des créatures terrifiantes venues d'un autre monde. Essayons de ne hanter personne. La réunion fut levée. Raymond envoya l'invitation au vaisseau amiral de l'accord. Tilren accepta immédiatement avec un empressement presque pathétique. Il désirait vraiment l'amitié. Raymond espérait que la Terre partageait ce désir. 2 jours plus tard, une navette de l'accord s'approcha de Titan's Wake. Diana les accueillit dans le hangar, avec une équipe triée sur le volet. Elle avait prévenu tout le monde d'être délicat, de sourire et de se déplacer lentement. Les humains avaient oublié à quel point ils pouvaient en être intimidants. Vision binoculaire de prédateurs, mouvements efficaces et voix autoritaires même lorsqu'ils se voulaient amicaux. Les portes de la navette s'ouvrirent. L'ambassadeur Tilren sortit le premier, suivi du grand érudit Pym, du médecin Quist et du commandant Sola. Ils se déplaçaient avec précaution dans la gravité réduite que Diana avait mise en place pour leur confort. Tilren s'approcha de Diana et fit une sorte de révérence. « Capitaine Ortiz, merci pour votre hospitalité. » Diana sourit chaleureusement. « Bienvenue à bord, ambassadrice. C'est un honneur de vous recevoir. » Tandis qu'elle les guidait plus profondément à l'intérieur du vaisseau, Diana observait leurs réactions. Pym enregistrait tout grâce à un appareil de numérisation. Quist semblait nerveux, sa peau amphibie changeant de couleur. Sola marchait d'un pas militaire, évaluant tout d'un œil professionnel.
Ils allaient manquer beaucoup apprendre sur les humains aujourd'hui. Diana espérait que l'humanité en apprendrait autant sur eux. L'avenir commençait ici, dans le couloir d'un vaisseau de guerre humain, avec deux espèces qui tentaient de se comprendre. La gravité frappa Quist comme un coup violent. Même avec le réglage réduit effectué par le capitaine Ortiz, la force s'écrasait sur son corps avec une intensité écrasante. Ses jambes tremblaient. Sa respiration était saccadée. Autour de lui, les autres membres de la délégation de l'accord luttaient de la même manière. Seule la commandante Sola parvint à rester debout sans montrer de signes apparents de détresse, bien que ses écailles fussent noircies par l'effort. « Tout le monde va bien ?» demanda le capitaine Ortiz, la voix empreinte d'inquiétude. « Nous pouvons encore réduire la gravité si nécessaire. C'est 0,6 standard. » Pim haleta, ses plumes plaquées contre son corps. « Oui, » confirma Ortiz. « Notre gravité de fonctionnement normale est de 1 standard, mais nous l'avons ajustée pour votre confort. Devrions-nous la baisser encore ?» Tilren leva un bras tremblant en signe de négation. « Nous nous adapterons. C'est votre vaisseau. Nous sommes des invités dans votre environnement. » Quist admirait la diplomatie de l'ambassadeur, même si son propre corps protestait violemment. Il subissait moins des 2/3 de la gravité terrestre normale, et c'était comme être lentement écrasé. Comment les humains pouvaient-ils vivre dans de telles conditions au quotidien? Le capitaine les guida à travers des couloirs qui semblaient conçus pour des géants. Chaque surface était renforcée de métal. Des tuyaux et des câbles couraient le long des murs, avec des systèmes de secours redondants. Du matériel d'urgence était rangé dans des niches tous les 20 mètres. Le vaisseau ressemblait moins à un navire qu'à une forteresse. Un membre d'équipage humain a pris un virage et a failli percuter Pim. Elle s'est arrêtée net, les yeux écarquillés. « Oh, pardon, monsieur. » Elle recula, leur laissant de l'espace. Quist remarqua sa démarche. Les humains possédaient une grâce fluide, oui, héritée de leurs ancêtres chasseurs. Cette jeune femme pouvait sans doute se déplacer bien plus vite qu'elle ne le laissait paraître. Elle ralentissait délibérément, cherchant à ne pas les effrayer. Et ça marchait. Quist avait peur malgré tout. « Voici le lieutenant Sarah Kim », présenta Ortiz. « Elle vous conduira d'abord à l'infirmerie. » « Médecin Quist, je pensais que la visite de nos installations vous intéresserait. » Quist apprécia effectivement la visite, bien qu'il fût terrifié par ce qu'il pourrait découvrir. Une espèce originaire d'une planète de catégorie 9, synonyme de mort imminente, aurait besoin d'installations médicales conçues pour affronter l'horreur. L'infirmerie dépassa ses pires craintes. Le lieutenant Kim leur fit visiter des pièces remplies d'équipements pour soigner des blessures dont Quist n'avait entendu parler que dans des scénarios de catastrophe: fractures, irradiation, traumatisme de décompression, brûlure, filtration des toxines et un dispositif appelé contrôle des hémorragies massives. « Pourquoi avez-vous besoin d'autant de matériel de traumatologie ?» demanda Quist, son interprète laissant transparaître son inquiétude. Kim parut perplexe. « Parce que les accidents arrivent. Le mois dernier, 3 membres d'équipage ont été blessés lors de la rupture d'un conduit. Ils ont eu besoin d'une intervention chirurgicale immédiate et d'une thérapie régénérative. Ces lits permettent cela. »« Une thérapie régénérative ?» interrompit Pim. « On peut faire repousser les tissus endommagés ?»« Bien sûr, » répondit Kim d'un ton désinvolte. « Cela prend quelques jours selon la gravité de la blessure, mais c'est très efficace. Nous disposons de banques de cellules souches et de modèles génétiques pour chaque membre d'équipage. » Quist réalisa avec une horreur grandissante que les humains considéraient comme normal le fait de subir des blessures suffisamment graves pour nécessiter une régénération tissulaire. Non pas des urgences catastrophiques, mais des accidents de routine. Quel type d'environnement a préparé une espèce à un tel traumatisme? Kim leur a montré le service des grands brûlés, la salle de radioprotection et les caissons de décompression. Chaque équipement était plus sophistiqué que tout ce qu'on trouvait dans les établissements médicaux d'Accord. Non pas que la médecine d'Accord fût primitive, mais simplement parce qu'ils n'avaient jamais eu besoin d'un tel matériel. « Les humains se blessent-ils souvent ?» demanda Quist avec précaution. Kim haussa les épaules. « La Terre est dangereuse. Malgré les protocoles de sécurité, des accidents se produisent. Des gens tombent, du matériel se casse, des fuites radioactives surviennent.
L'atmosphère se dégrade. On s'y prépare et on continue, on continue. Comme si une blessure grave était une chose banale. Pendant ce temps, le commandant Sola avait emmené Ortiz à l'écart pour une conversation plus discrète sur la conception des vaisseaux. Paula Grant, l'ingénieur en chef, les rejoignit à la demande de Sola. « Expliquez-moi la conception de la coque », demanda Sola. « Je n'ai jamais vu un blindage aussi épais sur un vaisseau spatial. » Paula sourit fièrement. Le silage du Titan possède une coque à triple couche, un blindage ablatif externe pour disperser les armes à énergie, un blindage cinétique intermédiaire pour arrêter les projectiles physiques et une coque pressurisée interne pour maintenir l'atmosphère si les deux premières couches sont percées. De plus, nous avons des cloisons étanches de secours dans chaque section, capables de se fermer en moins de 2 secondes. « Ça paraît excessif », dit Sola. « Pas si vous avez déjà participé à un combat naval », répondit Paula. « À l'époque des guerres navales, les navires étaient réduits en miettes. Nous avons perdu des milliers de personnes parce que les coques ne résistaient pas aux dommages. Maintenant, nous surdimensionnons tout. Si quelque chose nous heurte, nous restons intacts. » Sola étudia les murs du couloir avec une nouvelle compréhension. « Votre espèce privilégie la survie à l'efficacité. »« Exactement », confirma Paula. « L'efficacité ne sert à rien si on est mort. » Elle les conduisit à la salle des machines où les réacteurs à fusion du vaisseau bourdonnaient d'une puissance à peine contenue. « Exactement », confirma Paula. « L'efficacité ne sert à rien si on est mort. » Elle les conduisit à la salle des machines où les réacteurs à fusion du vaisseau bourdonnaient d'une puissance à peine contenue. À eux seuls, ces réacteurs produisaient plus d'énergie que certaines stations spatiales d'accord. Paula leur expliqua les systèmes de refroidissement redondants, les protocoles d'arrêt d'urgence et les générateurs de secours. « Que se passe-t-il si tous ces systèmes tombent en panne ?» demanda Sola. Paula rit. « Ensuite, nous utilisons les systèmes de secours tertiaires. En cas de défaillance de ces derniers, nous disposons de systèmes de commande manuels. Si ces derniers échouent, nous avons des générateurs portables. Si ces derniers tombent en panne, nous aurons des problèmes bien plus graves qu'une simple coupure de courant. Chaque système était doté d'un système de secours. Chaque système de secours était lui-même doté d'un système de secours. L'être humain a conçu ces systèmes pour faire face à des défaillances catastrophiques à tous les niveaux, car il s'y attendait. » Tilren et l'ambassadeur Ortiz discutaient dans une salle d'observation plus calme. Par les fenêtres, la Terre apparaissait au loin, bleue et blanche, magnifique. « Votre planète est superbe », remarqua Tilren. « Merci », répondit Diana. « C'est chez nous. Elle a aussi essayé de nous tuer un nombre incalculable de fois. » Tilren contempla la Terre d'un œil nouveau. Vue de l'espace, elle paraissait parfaite, mais il avait consulté les fichiers de données. Ce magnifique monde bleu dissimulait des ouragans dévastateurs, des tremblements de terre ravagés, des volcans qui obscurcissaient le ciel pendant des années et des ères glaciaires qui avaient presque exterminé nos ancêtres. « Pourquoi votre espèce n'est-elle pas partie une fois la conquête spatiale maîtrisée ?» demanda Tilren. « Vous auriez pu trouver des mondes plus faciles à coloniser. » Diana sourit tristement. « Parce que c'est notre foyer. La Terre nous a rendus forts, adaptables et capables de survivre. Mais c'est aussi là que vivent nos familles, là où s'est écrite notre histoire, là où nous enterrons nos morts. On n'abandonne pas son foyer simplement parce que c'est difficile. Les espèces de l'accord. L'Orénite fait, admit Tilrin. Nous recherchons le confort et la sécurité. Votre attachement à un monde dangereux nous est difficile à comprendre. C'est peut-être là la différence entre les habitants des mondes jardins et ceux des mondes morts, suggéra Diana. Vous recherchez des lieux propices à la vie. Nous nous adaptons à l'endroit où nous sommes. Ben Carver avait emmené Pym au centre tactique, d'où étaient surveillés et contrôlés les systèmes d'armement du vaisseau. La curiosité scientifique de Pym se mêlait à sa terreur grandissante, tandis que Ben expliquait chaque système avec un enthousiasme communicatif. Voici nos canons électromagnétiques.
Ben désigna un écran présentant des dizaines d'armes. Il tire des projectiles d'uranium appauvris à 0,03 de la vitesse de la lumière. Destruction cinétique. Très efficace contre les cibles durcies. À quel point demanda Pym d'une voix faible. Eh bien, à portée maximale. Un seul projectile possède suffisamment d'énergie cinétique pour fissurer un astéroïde. À courte portée, ça transperce presque n'importe quoi. Les plumes de Pym étaient complètement aplaties. Vous avez construit des armes pour détruire des astéroïdes? Bien sûr, on ne sait jamais quand on pourrait avoir besoin d'en dévier un. En plus, elles sont très efficaces contre les vaisseaux ennemis. Ben afficha un autre écran. Ce sont nos tubes lance-missiles. Nous emportons des ogives à fusion, des ogives IEM et des pénétrateurs cinétiques. Selon la cible, nous adaptons notre armement. Des ogives à fusion, répéta Pym d'une voix faible. Oui, environ 50 kilotonnes chacune. Nous évitons de les utiliser près des zones habitées, mais elles sont très efficaces pour détruire des bunkers fortifiés ou des formations de navires. Ben poursuivit ses explications, présentant les systèmes de défense rapprochés, les systèmes de guerre électroniques et les dispositifs de dissuasion d'abordage. Chaque système était plus terrifiant que le précédent. Pym comprit qu'un seul cuirassé humain disposait d'une puissance de feu suffisante pour conquérir un système stellaire entier d'accord, et que la Terre en possédait 23. Après plusieurs heures de visite, la délégation se réunit dans une salle de conférence pour déjeuner. Amira avait soigneusement préparé un repas sans danger pour eux, en se basant sur les recommandations diététiques d'accord. Ils mangèrent dans un silence relatif, chacun assimilant ce qu'il avait appris. Finalement, Tilryn prit la parole. « Capitaine Ortiz, je dois vous poser une question difficile. Pourquoi l'humanité a-t-elle besoin d'armes aussi puissantes? Vous ne représentez qu'une seule espèce sur une seule planète. Contre qui vous défendez-vous » Diana réfléchit attentivement à la question. Pendant la majeure partie de notre histoire, nous nous sommes défendus les uns contre les autres. Les humains se sont fait la guerre pour des ressources, des territoires, des idéologies, des religions, et parfois simplement par orgueil. Nous sommes devenus très efficaces dans l'art de la guerre à force de pratique. Mais vous êtes unis à présent, fit remarquer Sola. Votre gouvernement représente toute la Terre. Pourquoi conserver ces armes? Parce que l'univers est vaste et inconnu, répondit Diana. Nous nous sommes unis, mais nous n'oublions pas notre histoire. Nous savons ce qui arrive lorsque des peuples pacifiques rencontrent des peuples violents. Nous savons ce qui arrive quand on n'est pas préparé. La Terre nous l'a répété maintes et maintes fois. Espérer la paix, mais se préparer à la guerre. Ça a l'air épuisant, dit Quist d'une voix douce. Diana acquiesça. C'est vrai. Mais c'est aussi pour ça qu'on est encore là. À chaque extinction, à chaque catastrophe, à chaque guerre, on a survécu parce qu'on était prêts au pire. Amira se pencha en avant, le visage grave. Mais on n'est pas que ça. Oui, on est des guerriers. Oui, on est des survivants. Mais nous sommes aussi des explorateurs, des artistes, des scientifiques et des rêveurs. Nous chérissons la paix précisément parce que nous connaissons le prix de la guerre. Nous protégeons farouchement parce que nous aimons profondément. Tilren observait les humains autour de la table, Diana, la guerrière, avec des photos de ses enfants sur son bureau. Amira, la scientifique qui posait sans cesse des questions sur la culture de l'accord. Paula, l'ingénieur qui concevait des systèmes pour sauver des vies. Ben, le jeune officier qui plaisantait pour mettre les visiteurs à l'aise. Ils étaient dangereux, oui, terriblement dangereux, mais ils n'étaient pas cruels. Ils n'étaient pas des conquérants. Ils étaient dangereux, oui, terriblement dangereux. Mais ils n'étaient pas cruels. Ils n'étaient pas des conquérants. Ils étaient des protecteurs façonnés par un monde qui exigeait de la force. Je crois que je commence à comprendre les habitants des mondes de la mort, dit lentement Tilran. Vous n'êtes pas violent par choix. Vous y êtes préparé par nécessité. C'est une bonne façon de le dire, approuva Diana.
Sola était restée silencieuse tout au long du dîner, mais elle parlait maintenant avec une intensité inhabituelle. Capitaine Ortiz, l'amiral Cole, a mentionné que vous pourriez être disposé à nous aider avec notre problème de ravageurs. Je dois savoir si cette offre était sincère. Diana jeta un coup d'œil à ses collègues officiers, lisant leur approbation sur leur visage. Commandant Sola, la décision ne m'appartient pas entièrement. Le gouvernement terrien décidera de notre réponse officielle. Mais personnellement, je pense que nous devrions intervenir. Vous êtes venus ici en paix, même en sachant que nous pouvions être dangereux. Il fallait du courage pour ça. L'amitié, c'est soutenir mutuellement. Même si tu nous connais à peine, demanda Telren. Surtout parce que nous te connaissons à peine, répondit Diana. La première impression compte. Tu nous as montré que tu valais la peine d'être connu. Quist sentit quelque chose changer dans la pièce. Un lien se tissait entre deux personnes très différentes. L'accord incarnait la sagesse, la paix et une civilisation façonnée au fil des millénaires. Les humains possédaient la force, l'adaptabilité et des compétences de survie chèrement acquises. Ensemble, ils pouvaient devenir quelque chose qu'aucun ne pouvait accomplir seul. Merci, dit simplement Tilren, pour votre hospitalité, votre honnêteté et votre amitié. Diana sourit. Bienvenue dans le quartier, ambassadrice. Ce sera un partenariat intéressant. Le conseiller Brex frappa violemment le podium avec 3 de ses membres, produisant un bruit de pierre qui s'entrechoque. Sa nature rocheuse le rendait naturellement intimidant, et il voulait intimider tous les membres du conseil d'accord. « C'est de la folie !» s'exclama Brex, sa voix résonnant dans toute la salle. Nous envisageons sérieusement une alliance militaire, avec des prédateurs d'une planète de catégorie 9, synonyme de mort. N'avons-nous donc rien appris de l'histoire? L'ambassadrice Tilron attendait patiemment que Brex ait terminé. La salle du conseil réunissait des représentants de 200 espèces, et les opinions étaient très partagées. La moitié souhaitait la protection humaine. L'autre moitié craignait la présence humaine. Personne ne semblait neutre. Représentant Brex, à quel événement historique faites-vous référence? Demanda Tilran calmement. L'accord n'a jamais rencontré d'espèces des mondes mortels. Nous n'avons aucun précédent historique. C'est précisément ce que je disais, rugit Brex. Nous ne savons rien d'eux. Ils apparaissent dans notre espace avec des armes capables de détruire des planètes et nous discutons d'une alliance. Ils pourraient nous conquérir demain. Le grand érudit Pym, agité, se tenait là, les plumes hérissées. J'ai étudié l'humanité en profondeur ces 2 dernières semaines. Ce ne sont pas des conquérants, ce sont des défenseurs. Il y a une différence significative. Une différence sur laquelle vous fondez-vous? Rétorqua Brex. 2 semaines d'observation. Ils forment une espèce unifiée depuis moins d'1 siècle. Auparavant, ils se livraient des guerres incessantes. Et ils ont cessé, rétorqua Pym. Ils ont choisi la paix alors qu'ils auraient pas pu poursuivre le conflit. Cela témoigne d'une évolution morale et d'une sagesse remarquables. Le débat se prolongea pendant des heures. Certains représentants affirmaient que les humains étaient trop dangereux pour qu'on leur fasse confiance. D'autres soulignaient que les ravageurs étaient eux aussi dangereux et que l'accord était sans défense. Quelques-uns suggéraient que les humains manipulaient la situation pour asseoir leur pouvoir sur l'accord. Tilran écoutait tout cela avec une frustration grandissante. La politique était nécessaire, certes, mais elle masquait parfois la vérité la plus simple. L'accord avait besoin d'aide. Les humains pouvaient la fournir. Tout le reste n'était que complexité inutile. Finalement, la présidente du conseil rétablit l'ordre. Âgée, appartenant à une espèce à la longévité 3 fois supérieure à la moyenne, sa parole pesait lourd. « Nous reportons la question de l'alliance », annonça-t-elle. Priorité à la crise immédiate. Les ravageurs ont attaqué une autre colonie il y a 3 jours. 7000 êtres sont déplacés. Les infrastructures sont détruites. Nous ne pouvons pas protéger notre propre peuple. Un silence s'installa dans la salle. C'était là le cœur du problème. La philosophie et la politique avaient leur importance, certes, mais pas autant que la survie.
Je propose un compromis, poursuivit le président. Nous demandons une aide humaine limitée face à la situation avec les ravageurs. Non pas comme alliés, non pas comme conquérants, mais comme agents de sécurité engagés. S'ils réussissent se montrent dignes de confiance, nous réexaminerons la question de l'alliance. S'ils échouent ou se révèlent dangereux, nous romprons tout contact. Breck semblait vouloir discuter, mais n'a pas trouvé d'argument. La proposition était raisonnable. Même les représentants les plus prudents ont dû admettre qu'il fallait agir. Le vote a été adopté à 70%. Pendant ce temps, sur Terre, Diana Ortiz assistait à une réunion gouvernementale où des politiciens débattaient des mêmes questions fondamentales. L'humanité devait-elle s'impliquer dans les problèmes extraterrestres? Quels étaient les risques? Quels étaient les avantages? Elle avait été rappelée de Titan's Wake pour témoigner directement de l'accord. Autour d'elle étaient assis les plus hauts commandants militaires, conseillers scientifiques et dirigeants politiques de la Terre. Tous voulaient des réponses à des questions auxquelles Diana n'était pas certaine de pouvoir répondre. « Capitaine Ortiz ?» demanda un homme politique. « Selon votre expertise, est-ce un piège ?» Diana s'était posé cette question à maintes reprises depuis sa rencontre avec l'accord. « Non, monsieur, je ne le crois pas. Les navires de l'accord sont exactement ce qu'ils paraissent être, des navires civils avec un armement minimal. Leur formation nous a semblé agressive, mais il s'agissait d'un simple malentendu culturel. Ils ne sont pas assez sophistiqués pour simuler une telle confusion. Mais ils sont sophistiqués, rétorqua un autre homme politique. 200 espèces qui collaborent depuis 5000 ans. Cela exige un talent diplomatique hors du commun. Du talent diplomatique, oui, approuva Diana. De la ruse militaire, non. Ce ne sont pas des guerriers. Ils pensent que comme des commerçants et des érudits, pas comme des soldats. Lorsque j'ai interrogé la commandante Sola sur leur stratégie défensive, elle n'avait guère de réponse. Ils n'avaient tout simplement jamais développé ce genre de réflexion. Un des commandants militaires se pencha en avant. « Et les ravageurs? Quel est votre avis sur cette menace ?» Diana consulta les fichiers de données fournis par l'accord. Les ravageurs sont des pillards, pas une force militaire organisée. Ils misent sur la vitesse et la surprise pour frapper des cibles faciles, s'emparer de ce qu'ils veulent et s'enfuir avant que les défenseurs ne puissent réagir. Leurs vaisseaux sont rapides, mais fragiles. Leur tactique repose sur le fait que l'accord est trop pacifique pour les poursuivre. « Ce sont donc des brutes », a fait remarquer quelqu'un. « Exactement », a confirmé Diana. Et les brutes capitulent face à une véritable résistance. Une démonstration de force devrait suffire à les faire revoir leur stratégie. « Ça devrait l'être », répéta le commandant. « Mais vous ne pouvez pas le garantir. »« Je ne peux rien garantir en temps de guerre, » répondit Diana honnêtement. « Mais d'après les renseignements dont nous disposons, les ravageurs ne sont pas préparés à affronter un ennemi déterminé. Ils pillent l'accord parce que c'est facile et rentable. Rendez la tâche difficile et non rentable, et ils iront voir ailleurs. » Les politiciens débattaient entre eux. Diana comprenait leurs hésitations. S'impliquer dans la politique galactique était risqué, mais l'isolement comportait aussi ses propres risques. Finalement, le président de la Terre prit la parole. Ancienne astronaute, elle comprenait à la fois la fascination et les dangers de l'espace. « Capitaine Ortiz, si nous procédons ainsi, que nous conseillez-vous » Diana s'était préparée à cette question. Engagement limité. Envoyer 5 cuirassés dans l'espace de l'accord. Localiser la base des ravageurs. La frapper suffisamment fort pour marquer les esprits, puis leur laisser le choix. Quitter définitivement le territoire de l'accord ou s'exposer à une escalade. Nous démontrons nos capacités sans nous engager sur une présence permanente. Et s'ils ne partent pas, nous leur montrerons ce que les habitants de Death World réservent aux pillards qui ignorent les avertissements. Un silence s'installa. Puis le président acquiesça. « Je veux un plan opérationnel complet sous 24 heures. Si nous réussissons, nous le ferons bien. » Diana quitta la réunion avec des sentiments partagés. Une partie d'elle était enthousiaste à l'idée de collaborer avec une civilisation extraterrestre.
Une autre partie s'inquiétait des conséquences imprévues, mais surtout, elle pensait aux 7000 membres de l'accord déplacés par le dernier raid. Il fallait les protéger. Les humains savaient comment faire. Amira Hassan était absorbée, dans son laboratoire, par l'analyse de toutes les informations que l'accord avait partagées sur la technologie des ravageurs. Les données la fascinaient. Les vaisseaux ravageurs utilisaient une variante intéressante des moteurs quantiques, privilégiant la vitesse à l'efficacité. Leurs armes étaient rudimentaires mais efficaces. La conception de leur coque laissait supposer qu'ils construisaient leurs vaisseaux à partir de pièces récupérées plutôt que de pièces neuves. « Ce sont des charognards », murmura Amira. « Voilà pourquoi ils pillent au lieu de commercer. » Ben Carver passa la tête dans le labo. « Doc, vous êtes là depuis 18 heures. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?»« La nourriture n'est pas importante pour l'instant, » répondit Amira sans lever les yeux. « Je suis sur le point de décrypter leur signature. Si on arrive à la localiser, on pourra trouver leur base. » Ben entra dans le labo et lui prit la tablette des mains. « La nourriture est toujours importante. Allez, je t'offre le dîner et tu pourras expliquer la technologie des ravageurs à quelqu'un qui a réellement dormi cette nuit. » Pendant le dîner, Amira partagea ses découvertes. Les ravageurs ont laissé des signatures énergétiques distinctes en passant dans l'espace quantique. Avec les bonnes modifications de capteurs, les vaisseaux humains pourraient remonter à la source de ces signatures. « On peut donc les retrouver, » résuma Ben. « Que se passera-t-il ensuite ?»« Cela dépend de ce que nous trouverons, » répondit Amira. « S'ils possèdent une flotte importante, cela pourrait se compliquer. S'ils n'ont qu'une seule base avancée, ce sera beaucoup plus simple. Vu notre chance, elle sera probablement située en périphérie, entourée d'environ 400 vaisseaux. C'était une force considérable selon les critères d'accord, mais rien d'exceptionnel à l'échelle humaine. Paula Grant a analysé les données des capteurs et a ri. Ils ne sont même pas correctement fortifiés. Pas de satellites de défense, pas de champs de mines, pas de zones de tir superposées. Ils sont juste là à supposer que personne ne les dérangera. Parce que personne ne les a dérangés, a fait remarquer Diana. L'accord n'a pas les moyens militaires et tous les autres acteurs de la région sont tout aussi pacifiques. Les ravageurs opèrent sans rencontrer de résistance depuis des mois. « Cela va bientôt changer », déclara Raymond Cole avec une satisfaction sombre. L'opération fut rapidement mise sur pied. 5 cuirassés se portèrent nos volontaires. Titan's Wake, Stormrunner, Iron Horizon, Defiant Star et Midnight Vigil. Chaque vaisseau disposait d'une puissance de feu suffisante pour mener une guerre de petite envergure. Ensemble, ils symbolisaient l'affirmation de l'humanité. L'accord était désormais sous protection. Avant le départ de la flotte, Tilleran diffusa un message à l'ensemble du réseau de l'accord. Diana l'observa, depuis la passerelle du Titan's Wake, tandis que l'équipage se préparait au saut quantique. La flotte quitta les lieux. Diana l'observa depuis la passerelle du Titan, tandis qu'il se préparait au saut quantique. Mes camarades de l'accord, la voix traduite de Tilleran résonna à travers des milliers de systèmes stellaires. Nous avons demandé de l'aide aux humains. Ils ont accepté. Non pas parce que nous les avons soudoyés, non pas parce qu'ils cherchent à nous dominer, mais parce que nous le leur avons demandé. Car ils comprennent que la force doit protéger et non exploiter. J'ignore ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que nous ne sommes plus seuls. Diana sentit un poids se poser sur ses épaules. L'accord comptait sur eux. 200 espèces observaient, cherchant à savoir si les habitants des mondes de la mort étaient dignes de confiance. Tous les vaisseaux sont prêts. Message reçu du commandement tactique. Moteur quantique chargé. Paula confirma depuis le service d'ingénierie. Diana jeta un dernier regard à l'écran affichant la Terre. Ses enfants étaient nantés là-bas, sains et saufs. Elle allait s'assurer que les enfants d'accord puissent ressentir la même sécurité. « Emmenez-nous aux confins de l'espace », ordonna Diana. « Présentons les ravageurs à l'humanité. » Les 5 cuirassés disparurent dans l'espace quantique, laissant la Terre derrière eux. Ils voyagèrent pendant 6 heures à travers les lois étranges de la physique supraluminique,
puis émergèrent aux coordonnées fournies par l'accord. La base des ravageurs se dressait dans l'obscurité, telle une tumeur cancéreuse. Des centaines de vaisseaux s'agitaient tout autour, chargeant des marchandises volées, faisant le plein, se préparant pour leur prochain raid. Aucun d'eux ne remarqua l'arrivée de la flotte humaine. Leur capteur était trop rudimentaire. L'amiral Cole envoya un message sur toutes les fréquences. Sa voix était glaciale comme l'espace profond. « Ravageurs, ici l'amiral Raymond Cole de la Coalition de défense unie de la Terre. Vous avez pillé le territoire de l'accord galactique. Cela cesse immédiatement. Vous avez 1 heure pour mettre vos vaisseaux hors tension et vous préparer à l'inspection. Tout manquement à cette consigne sera considéré comme un acte de guerre. Réfléchissez bien. » Pendant un long moment, le silence régnait. Puis, les capteurs révélèrent une activité paniquée à la base Ravager. Des vaisseaux commencèrent à décoller, tentant d'organiser une formation défensive. Le seigneur de guerre Ravager, Krieg, répondit par une transmission gutturale, empreinte de mépris. « 5 petits vaisseaux viennent menacer Krieg. Vous me faites rire. Nous sommes 400. Nous allons vous réduire en miettes et ajouter vos vaisseaux à notre collection. » Diana éprouva presque de la pitié pour lui. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. « Amiral, » rapporta calmement Diana, « les ravageurs se préparent à attaquer. Je recommande de leur montrer pourquoi c'est une mauvaise idée. » Raymond Cole acquiesça. « Tous les vaisseaux désarmés, ouvrez le feu. » Krieg observa les vaisseaux humains sur ses capteurs et rit. 5 vaisseaux contre ses 400. Les humains sont fous. Il avait pillé le territoire de l'accord pendant 6 mois, sans rencontrer de résistance significative. Ces nouveaux venus allaient apprendre la même leçon que tous les autres. Les ravageurs prenaient ce qu'ils voulaient. Son rire s'éteignit lorsque les vaisseaux humains ouvrirent le feu. Les systèmes de défense ponctuels s'activèrent en premier, créant un réseau de destruction autour de chaque cuirassé. Les chasseurs Ravagers qui tentèrent de s'approcher étaient abattus depuis l'espace comme des insectes. Des tirs de canons électromagnétiques s'ensuivirent, des projectiles invisibles se déplaçant à 3% de la vitesse de la lumière. Ils transperçaient les coques des Ravagers comme du papier, poursuivant leur course pour atteindre les vaisseaux situés derrière les premières cibles. 10 vaisseaux Ravagers explosèrent dans les 30 premières secondes. « Tous à l'attaque !» hurla Krieg dans son système de communication. Submergez-les par le nombre. La flotte des Ravageurs s'élança en masse, suivant son schéma chaotique habituel. Cette tactique avait fonctionné contre les défenseurs de l'accord, qui hésitaient à employer la force létale. Elle échoua lamentablement face aux humains qui se livraient à des guerres millénaires. Le sillage du Titan se déplaçait avec une grâce impossible pour un vaisseau d'une telle taille. L'équipe de Diana, malgré un manque d'entraînement, s'exerçait à désigner les cibles, coordonner les tirs et ajuster ses positions. Ils avaient répété ces manœuvres des milliers de fois. Ce n'était qu'un exercice de plus, à ceci près que les cibles ripostaient. Non pas que les armes des ravageurs infligeaient beaucoup de dégâts. Leurs rayons d'énergie éclaboussaient les armures humaines à triple couche, sans les pénétrer. Leurs missiles ont été interceptés par les systèmes de défense rapprochés avant d'atteindre leur cible. Quelques obus cinétiques ont touché la coque, mais n'ont fait qu'égratigner le blindage extérieur. « Le Stormrunner ne signale aucun dégât », annonça Ben. L'Iron Horizon a encaissé un impact sur son blindage avant. Aucune pénétration. Defiant Star et Midnight Vigil sont au vert sur toute la ligne. Diana observait son écran tactique, tandis que 20 autres vaisseaux Ravagers disparaissaient des capteurs. L'ennemi tentait toutes les tactiques possibles, manœuvres de flanc, tirs concentrés, tentatives d'éperonnage. Rien n'y faisait. Les cuirassés humains combattaient avec une froide précision, éliminant méthodiquement les menaces. Ils essaient d'utiliser l'astéroïde comme couverture, rapporta Paula. « Vous voulez que je m'en occupe ?»« Non, » répondit Diana. « Nous ne sommes pas là pour détruire la base, seulement neutraliser la menace. Concentrez-vous uniquement sur les vaisseaux. » La bataille se poursuivit. Le nombre de ravageurs diminua progressivement. 50 vaisseaux détruits, puis 70, puis 100. Les ravageurs restants commencèrent à comprendre qu'ils ne combattaient ni des traîtres ni des diplomates. Ils affrontaient des prédateurs qui savaient parfaitement comment tuer. Certains vaisseaux ravageurs tentèrent de fuir.
L'amiral Cole les laissa partir. Le but était de démontrer leur capacité, pas de commettre un génocide. Il fallait laisser les survivants raconter ce qui s'était passé lors de ces raids menés sous protection humaine. Le vaisseau amiral de Krieg fut touché de plein fouet par le canon électromagnétique principal du Midnight Vigil. Le tir a mis ses moteurs hors service sans détruire le vaisseau. Un message de l'amiral Cole est parvenu, toujours froid et maîtrisé. Seigneur de guerre Krieg, votre flotte est anéantie. Vos vaisseaux sont hors d'usage. Vous n'avez qu'une chance de survivre. Rendez-vous maintenant et répondez de vos crimes contre l'accord. Ou bien nous pouvons poursuivre ce combat jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vos forces. Choisissez. Krieg consulta son tableau de bord tactique. En 16 minutes, les humains avaient détruit ou mis hors de combat la moitié de sa flotte. Ses vaisseaux restants, dispersés et démoralisés, prenaient la fuite. Il avait affronté de nombreux ennemis auparavant, mais jamais rien de tel. Les humains combattaient donc avec une habileté et une efficacité qui témoignaient de plusieurs générations d'expérience militaire. Ils n'étaient pas venus pour piller, ils étaient venus pour l'éliminer. « Je me rends », lança Krieg, la voix empreinte d'amertume. « Je répondrai devant l'accord. » La flotte humaine cessa immédiatement le feu, faisant preuve d'une précision et d'une discipline exemplaires, même dans la victoire. Krieg comprit alors pourquoi l'accord avait sollicité leur protection. Ces habitants des mondes de la mort étaient exactement ce dont la galaxie avait besoin face aux pillards comme lui. La commandante Sola observait la bataille depuis le vaisseau d'observation d'accord, positionné en sécurité derrière la flotte humaine. Elle avait déjà vu des combats, mais jamais de pareils. Les humains se battaient avec une désinvolture qui laissait penser que c'était une routine pour eux. Ils submergeaient les forces ennemies, ne subissaient que des dégâts minimes et atteignaient leurs objectifs avec une efficacité redoutable. Et ils l'avaient fait pour protéger des inconnus qu'ils connaissaient à peine. « Enregistrez tout », ordonna Sola à son équipage. « Le Conseil de l'accord doit voir cela. » Le grand érudit Pym enregistrait lui aussi, mais son attention était davantage portée sur l'analyse que sur les aspects militaires. Il observait les mouvements des vaisseaux humains, leur communication, leurs tirs coordonnés. Chaque action témoignait d'une connaissance approfondie et institutionnelle de la guerre. Il ne s'agissait pas d'improvisation, mais d'une doctrine affinée au fil des siècles. « Il donne l'impression que c'est facile », observa Pym d'une voix calme. « Parce que pour eux, c'est facile », répondit Sola. « La Terre les a contraints à devenir des guerriers. Ils n'ont eu d'autre choix que de perfectionner l'art du combat. Nous devrions leur être reconnaissants d'avoir choisi d'utiliser cette compétence pour notre défense. » Le médecin Quist surveillait les fréquences médicales, écoutant les conversations des vaisseaux humains. Ce qu'il entendit le troubla. L'équipage du Titan's Wake plaisantait pendant la bataille, faisant des observations désinvoltes sur les tactiques ennemies, discutant du dîner après l'engagement. Ils n'étaient ni stressés ni effrayés. Ils accomplissaient une tâche pour laquelle ils s'étaient longuement entraînés, et ils y excellaient. Quist prit alors conscience d'une vérité fondamentale. L'accord avait consacré 5000 ans au développement de l'art, de la philosophie, des sciences et de la culture. Les humains avaient consacré le même laps de temps au développement de l'art de la guerre. Aucune de ces approches n'était mauvaise en soi, mais elles étaient fondamentalement différentes. L'accord avait transcendé la violence. L'humanité avait évolué pour le perfectionner. La galaxie avait besoin des deux. Après la bataille, l'amiral Cole transmit un message aux survivants ravageurs. Son message était clair et simple. Toutes les forces ravageurs se retireraient immédiatement de l'espace de l'accord. Les biens volés seraient restitués. Les personnes déplacées seraient indemnisées. Vous ne remettrez jamais les pieds dans cette région de l'espace. Si vous le faites, nous vous retrouverons. Si vous pillez à nouveau le territoire de l'accord, nous vous anéantirons. Ceci est votre seul avertissement. Krieg transmit son accord depuis son vaisseau amiral endommagé. Les ravageurs survivants s'enfuirent avec lui, porteurs de la nouvelle de ce qui s'était passé.
En une semaine, tous les pirates et pillards des 3 secteurs saurèrent que l'accord était désormais protégé. Une protection dangereuse. Diana organisa les opérations de récupération, tandis que son équipage sécurisait la base des ravageurs. Ils découvrirent des entrepôts remplis de butin, des cellules de fortune où étaient détenus des captifs et des preuves de dizaines de raids. La colère de Diana monta en flèche. Ces pillards avaient fait du mal à des innocents pour s'enrichir. Ben et une équipe de sécurité ont retrouvé Krieg dans son vaisseau endommagé et l'ont conduit à Titan's Wake pour qu'il soit remis à la garde d'Accor. Le seigneur de guerre était plus grand que les humains, recouvert d'épaisses écailles et doté de griffes capables de déchirer le métal. Mais il paraissait petit et vaincu, tandis que les gardes l'escortaient jusqu'à une cellule. « Vous avez fait une erreur », dit Krieg à Diana, qui observait son transfert. « La galaxie regorge de prédateurs. On ne peut pas tous les protéger. »« Nous n'avons pas besoin de protéger tout le monde, » répondit Diana. « Seulement nos amis. »« Et nous sommes très doués pour ça, » lança Krieg avec un rire amer. « Vos amis deviendront dépendants de vous, puis ils vous craindront, puis ils vous haïront. Protéger, c'est contrôler. Je l'ai déjà vu. »« Alors vous avez vu comment Satya a été mal faite, » déclara Diana d'un ton ferme. « Nous ne sommes pas là pour contrôler l'accord. Nous sommes là pour les aider à apprendre à se défendre. Il y a une différence. » Les jours suivants, le personnel humain travailla avec les représentants de l'accord pour traiter les biens récupérés et libérer les captifs. Hassan soignait les prisonniers blessés avec l'aide de Quist, apprenant la biologie extraterrestre tout en sauvant des vies. Paula travaillait avec les ingénieurs d'Accor pour améliorer leur réseau de capteurs, leur apprenant à détecter les intrus avant qu'ils n'attaquent. Le lieutenant Carver a commencé à organiser des séances d'entraînement tactique pour les forces de sécurité d'Accor. Il privilégiait la simplicité, se concentrant sur les stratégies défensives de base et les systèmes d'alerte précoce, non pas pour en faire des guerriers, mais pour leur donner les outils nécessaires à leur survie. « Vous n'avez pas besoin d'être des soldats », expliqua Ben à un groupe d'officiers d'Accor visiblement perplexes. « Il vous suffit de repérer les menaces rapidement et d'y réagir de manière appropriée. Vous voyez le danger? Appelez des renforts. Retarder l'ennemi jusqu'à leur arrivée, c'est la base de la sécurité. » Le commandant Sola participa à toutes les séances, absorbant les informations comme une éponge. Elle comprenait que l'accord était vulnérable depuis trop longtemps, même s'il ne pouvait rivaliser avec les capacités militaires humaines. Il pouvait améliorer considérablement leur défense. « Pourquoi nous enseignes-tu cela ?» demanda Sola à Ben pendant une pause. « Tu pourrais garder ce savoir pour maintenir ton emprise sur nous. » Ben parut sincèrement perplexe. « Pourquoi voudrions-nous avoir du pouvoir sur vous? Nous essayons d'être amis. Les amis s'entraident pour devenir plus forts. Ils ne cherchent pas délibérément à affaiblir l'autre. » C'était une perspective si humaine. L'accord reposait sur des systèmes politiques complexes, construits autour de structures de pouvoir soigneusement équilibrées. Les humains semblaient préférer la coopération directe. Les deux approches étaient pertinentes. L'ambassadeur Tilren arriva dans l'Outre-Terre 3 jours après la bataille, accompagné d'une délégation de membres du Conseil de l'accord. Il devait constater les dégâts de Vissu. Le représentant Brex était parmi eux, encore sceptique malgré le succès évident. Tilren visita la base des ravageurs reconquise, guidée par Diana. Ils traversèrent des entrepôts remplis de butin, longèrent des saunas, des cellules où avaient été détenus des captifs et contournèrent des vaisseaux endommagés, témoins de la brève bataille. « Voilà de quoi tu nous as sauvés », murmura Tilren. « Pas seulement de cette base, mais aussi de la peur. » Pendant 6 mois, chaque colonie de l'accord vécut dans la terreur d'un nouveau raid. Maintenant que la peur a disparu jusqu'à la prochaine menace, intervint Brex. La galaxie est vaste. Il y aura toujours un autre danger. « Alors nous l'affronterons ensemble », répondit Diana. « C'est ce que font les alliés. » Brex l'observa attentivement. « Tu le crois vraiment? Tu ne considères pas les membres de l'accord comme des êtres inférieurs ayant besoin de protection ?
Je vois les membres de l'accord comme des personnes dotées de compétences différentes de celles des humains, dit Diana. Vous avez bâti une civilisation qui a duré 5000 ans sans guerre majeure. C'est incroyable. Nous peinons à passer 100 ans sans nous battre. Vous avez beaucoup à nous apprendre sur la coopération et la paix. Nous avons des choses à vous apprendre en matière de défense et de survie. Cela fait de nous des partenaires égaux, et non l'inverse. Tilran sentit l'espoir renaître en lui. Cela pourrait fonctionner. Humains et accords travaillant ensemble, unissant leurs forces. Il faudrait de la patience et de la compréhension de part et d'autre. Mais le potentiel était immense. Ce soir-là, l'amiral Cole offrit un dîner officiel à bord du Titan's Wake. Des représentants des humains et de l'accord étaient présents, partageant mets et anecdotes. L'atmosphère était empreinte d'un optimisme prudent. « J'aimerais faire une proposition », annonça Tilrin pendant le repas. Le Conseil de l'accord m'a autorisé à proposer à l'humanité une adhésion pleine et entière à l'accord galactique. Vous auriez le droit de vote, des privilèges commerciaux et des accords de défense mutuelle avec toutes les espèces membres. Les officiers humains s'échangèrent des regards. C'était un moment décisif. L'intégration complète à la société galactique. Nous devrons soumettre cette offre au gouvernement de la Terre, répondit prudemment l'amiral Cole. Personnellement, je pense que c'est un pas en avant. Nous avons beaucoup à apprendre de l'accord et, apparemment, nous avons aussi des choses à enseigner. Il y a un autre point, a poursuivi Tilren. D'autres espèces ont contacté l'accord pour demander des mesures de protection similaires, notamment des espèces originaires de mondes hostiles comme la Terre. Ils ont le sentiment d'être marginalisés dans la politique de l'accord, car ils sont trop rudes, trop agressifs, trop différents des espèces du monde jardin. Ils considèrent les humains comme des âmes sœurs, ce qui piqua la curiosité de Diana. « De combien d'espèces parle-t-on » demanda-t-elle. « Une trentaine environ » répondit Tilren. Ils souhaitent former un sous-groupe au sein de l'accord. Ils l'appellent l'Alliance des mondes de la mort. Paula rit. C'est un nom plutôt original. Il lui va bien, dit Sola avec un léger sourire. Une espèce façonnée par des mondes hostiles, unie pour protéger celle façonnée par des mondes doux. Il y a une certaine poésie là-dedans. Ben leva son verre. À l'Alliance des mondes de la mort. Puissions-nous être les amis dont la galaxie a besoin. D'autres levèrent leur verre en signe d'approbation. Le toast était simple mais profond. Des espèces différentes, des mondes différents, des philosophies différentes. Mais ils avaient trouvé un terrain d'entente, force et sagesse, protection et paix, guerriers et diplomates. La galaxie était en pleine mutation. Le premier contact ne s'était pas déroulé comme prévu, mais peut-être s'était-il déroulé exactement comme il le fallait. Diana traversait les jardins de sa maison d'enfance, ses enfants courant devant elle parmi les arbres en fleurs. Elle était de retour sur Terre depuis 2 semaines, profitant de son congé de rotation, un droit acquis pour tout le personnel spatial. L'herbe était agréable sous ses pieds. La vraie gravité, pas artificielle. La vraie lumière du soleil, pas celle du vaisseau. Sa fille revint vers elle en courant, tenant une fleur jaune éclatante. « Maman, regarde, on peut emporter ça dans l'espace ?» Diana sourit et s'agenouilla. Les fleurs ont besoin de la terre et de l'air pour pousser, mais on peut prendre des photos et tu pourras t'en souvenir. « Est-ce que les extraterrestres aimeront les fleurs ?» demanda son fils en les rejoignant. « Je pense que oui, » répondit Diana. « Tout le monde apprécie la beauté, même si chacun la trouve dans des choses différentes. » Ses enfants étaient fascinés par ces récits de l'accord. Ils posaient sans cesse des questions sur l'apparence des extraterrestres, leur alimentation, leur façon de parler. Diana répondait du mieux qu'elle pouvait, s'efforçant de rendre la galaxie merveilleuse plutôt qu'effrayante. Car elle était merveilleuse. En 2 mois depuis le premier contact, l'humanité avait appris davantage sur l'univers qu'au cours du siècle précédent. L'accord permettait un partage libre des connaissances scientifiques, des cartes stellaires et des informations culturelles. En retour, les humains offraient leur expertise en matière de sécurité.
leurs connaissances avancées en sciences des matériaux et leur expérience de la survie dans un monde hostile. Cet échange était profitable à tous. Le communicateur de Diana émit un signal sonore. Un message de l'amiral Cole. Elle le lut rapidement, puis sourit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda son mari en sortant de la maison avec des rafraîchissements. « Le gouvernement de la Terre a approuvé notre adhésion à part entière, » répondit Diana. « Nous faisons officiellement partie de la civilisation galactique. » Son mari la serra fort dans ses bras. « C'est merveilleux et terrifiant. Nos enfants vont grandir dans un monde bien différent du nôtre. »« Une meilleure, je l'espère, » répondit Diana. « Une où les humains ne seront plus seuls dans l'obscurité. » À l'autre bout de la galaxie, à la station centrale de l'accord, Tilren reçut la même nouvelle. Il convoqua aussitôt une session d'urgence du Conseil. La salle se remplit rapidement de représentants impatients d'entendre l'annonce. « Chers membres du Conseil, » commença Tilren. Ses avant-bras s'écartèrent en signe de bienvenue. L'humanité a accepté notre invitation. Elle est désormais membre à part entière de l'accord galactique. L'Assemblée laissa éclater des réactions mitigées. Des acclamations s'élevèrent de certains représentants, des murmures inquiets d'autres, et un silence pensif régnait chez beaucoup. Le représentant Brex, qui s'était opposé à l'implication humaine dès le départ, se leva lentement. « Je retire officiellement mes objections à l'adhésion des humains, » annonça-t-il. Ils ont prouvé qu'ils étaient de précieux alliés. Plus important encore, ils ont prouvé qu'ils étaient dignes de confiance. Ils avaient le pouvoir de nous dominer et ont choisi l'amitié. Cela en dit long sur leur caractère. C'était une concession significative de la part du plus fervent sceptique de l'accord. Tilren hocha la tête respectueusement. Le grand érudit Pym présenta au Conseil son analyse approfondie de la culture humaine. Son article était devenu une lecture incontournable pour tout membre de l'accord désireux de comprendre ses nouveaux alliés. « Les humains sont façonnés par la contradiction », expliqua Pym. « Ce sont des guerriers qui chérissent la paix, des prédateurs qui tissent des liens émotionnels profonds, des survivants qui font preuve d'une compassion remarquable. Ces contradictions les rendent complexes, mais font aussi d'eux des partenaires idéaux pour l'accord. Leurs forces contrebalancent nos faiblesses. » Le médecin Kist ajoutait ses propres observations. « La biologie humaine reflète les défis de leur monde. Une densité osseuse élevée pour résister à la gravité, des systèmes de cicatrisation efficaces pour les blessures fréquentes et une réponse au stress optimisée face aux menaces constantes. Ils sont physiquement et mentalement conçus pour la survie, et pourtant, ils utilisent cette conception pour protéger les autres. C'est remarquable. Le commandant Sola a évoqué les implications militaires. Grâce à l'aide humaine, nous avons repensé nos protocoles de sécurité. Les réseaux d'alerte précoce couvrent désormais toutes les principales routes commerciales. Des stations de défense protègent les colonies vulnérables. Des programmes de formation enseignent les bases de la conscience tactique. Nous ne serons jamais des guerriers comme les humains, mais nous ne sommes plus impuissants. Le Conseil a approuvé plusieurs initiatives importantes. L'Alliance des mondes mortels a été officiellement reconnue comme sous-groupe au sein de l'accord, avec une représentation spéciale pour les espèces des mondes hostiles. Des projets de recherche conjoints ont permis à des scientifiques humains et des scientifiques de l'accord de combiner leurs connaissances. Des accords commerciaux ont ouvert des marchés de part et d'autre, réglementés pour garantir des échanges équitables. Plus important encore, un pacte de défense mutuelle a été signé. Toute attaque contre les membres d'accord serait considérée comme une attaque contre l'humanité. Toute atteinte aux intérêts humains entraînerait des pressions diplomatiques de la part d'accord. C'était un partenariat fondé sur des forces complémentaires. De retour sur Titan, le lieutenant Ben Carver donnait un autre cours de tactique aux officiers de sécurité d'accord. Ses élèves avaient fait d'énormes progrès ces dernières 5 semaines. Ils ne deviendraient jamais des guerriers d'élite, mais ils maîtrisaient désormais les stratégies défensives de base. « N'oubliez pas, » expliqua Ben, « votre objectif n'est pas de gagner des batailles. Votre objectif est de retarder les menaces jusqu'à l'arrivée des renforts.
Considérez-vous comme la première ligne de défense du système immunitaire. Vous identifiez l'infection et vous déclenchez l'intervention des forces spéciales. Un officier d'une espèce cristalline leva un membre. Et les humains sont les forces spéciales dans cette métaphore. Exactement. Ben confirma avec un sourire. Nous sommes les anticorps qui arrivent et détruisent tout. Mais nous ne pouvons pas être partout à la fois. Vous êtes les capteurs qui nous indiquent où aller. La métaphore fonctionnait bien. Les espèces d'accords comprenaient mieux les systèmes biologiques que les systèmes militaires. Envisager la sécurité sous l'angle d'une réponse biologique coopérative leur paraissait logique. Après le cours, le commandant Sola s'approcha de Ben. « J'ai une requête. Plusieurs espèces de mondes hostiles souhaitent une formation similaire. Seriez-vous disposé à étendre le programme ?» Ben réfléchit. « J'aurais besoin d'aide. On pourrait peut-être créer un centre de formation en zone neutre. On y affecterait des instructeurs humains et des coordinateurs de l'accord. On en ferait une institution permanente. » « Je vais soumettre la proposition au Conseil, » dit Sola. « L'Alliance des mondes de la mort pourrait financer un tel centre. On pourrait en faire un lieu où les espèces des mondes hostiles enseigneraient les techniques de défense, tandis que celles des mondes des jardins enseigneraient les techniques diplomatiques. Une éducation équilibrée. J'aime cette idée. Ben était d'accord. Personne ne devient uniquement guerrier ou uniquement diplomate. Chacun apprend les deux. Paula Grant avait des conversations similaires avec les Shaash et avec les ingénieurs d'accord. Ils avaient formé un groupe de recherche conjoint travaillant sur des technologies hybrides combinant la résistance humaine et l'efficacité d'accord. Les résultats étaient impressionnants. Regardez ça. Paula a présenté à son équipe un nouveau concept de vaisseau, une armure et une structure conçue pour les humains, ainsi que les moteurs quantiques et les systèmes d'alimentation d'accord. Il est plus rapide que nos cuirassés et plus résistant que les vaisseaux d'accord. Le meilleur des deux mondes. Un ingénieur d'accord a étudié le projet avec fascination. Et si nous ajoutons nos systèmes environnementaux à vos systèmes de survie redondants, nous créons des vaisseaux capables d'accueillir confortablement plusieurs espèces tout en résistant à des dommages extrêmes. Vous vous dites maintenant, a encouragé Paula, c'est ça, le vrai sens du partenariat. Nous cessons de penser à la technologie humaine par rapport à la technologie commune et commençons à penser à notre technologie. Le projet du docteur Amira Hassan était sans doute le plus passionnant. Elle travaillait avec le médecin Quist à la création d'une base de données xénobiologiques exhaustive qui permettrait de traiter des maladies chez différentes espèces. Ce travail, aussi exigeant que gratifiant, était une véritable source d'épanouissement. La médecine humaine privilégie une intervention invasive, explique Amira. On coupe, on cautérise, on injecte, on répare. Cela fonctionne pour nous car notre corps peut supporter les traumatismes, mais de nombreuses espèces d'accords ne tolèrent pas cette approche. La médecine d'accord, quant à elle, se concentre sur le soutien de la guérison naturelle, ajoute Quist. Nous offrons des conditions optimales et laissons la biologie faire son œuvre. Cela fonctionne pour nous car notre corps guérit bien dans un environnement approprié. Mais c'est trop lent pour les humains qui ont besoin d'une intervention immédiate. Nous créons donc des protocoles qui combinent les deux approches, poursuivit Amira. Une intervention énergique lorsque nécessaire. Un soutien doux lorsque cela est approprié, adapté à la biologie de chaque espèce. La peau de Quist changea de couleur pour exprimer son plaisir. Cette base de données sauvera des vies à travers la galaxie, grâce à la collaboration des humains et d'accords, accomplissant ce qu'aucun n'aurait pu faire seul. 3 mois après le premier contact, la première colonie commune fut établie sur une planète aux conditions difficiles mais non mortelles, accueillant des colons humains et d'accords. La conception de la colonie reflétait les deux cultures. Des structures robustes, bâties pour la sécurité, étaient entourées de jardins et d'œuvres d'art. Des systèmes défensifs protégeaient le périmètre, tandis que l'intérieur privilégiait la vie communautaire et la paix. Des enfants d'espèces différentes jouaient ensemble, apprenant les langues et les coutumes des uns et des autres. Les enfants humains enseignaient l'histoire de la Terre à leurs amis extraterrestres.
Les enfants d'accord partageaient un des récits de leur civilisation pacifique. Toutes deux apprirent que apprenant que la différence n'était pas un défaut, mais simplement une différence. Diana visita la colonie lors d'une tournée diplomatique. Le spectacle d'enfants humains et extraterrestres jouant ensemble l'émut profondément. Voilà ce que devrait être un premier contact, non pas des armes et de la méfiance, mais de l'amitié et de la coopération. L'ambassadrice Tilryn la rejoignit au point d'observation. Votre fille a demandé si les extraterrestres aimaient les fleurs. Avez-vous trouvé la réponse? Diana sourit. Elle m'a posé la question. Comment le sais-tu? Tu l'as mentionné lors d'une de nos conversations, répondit Tilryn. Et je crois pouvoir répondre à sa question. Regarde. Il désigna le jardin central de la colonie où plusieurs espèces extraterrestres plantaient soigneusement des fleurs terrestres aux côtés de la végétation indigène. Biologie différente, évolution différente, mais l'appréciation de la beauté était universelle. Nous aimons tous les fleurs, dit simplement Tilryn. Nous en cultivons simplement des sortes différentes. Diana sentit son cœur s'apaiser. La paix, la vraie paix. Non seulement l'absence de guerre, mais la présence d'une amitié sincère entre les peuples. Nous avons failli nous tromper, murmura Diana. Si l'un ou l'autre camp avait été moins disposé à écouter, moins disposé à comprendre, cela aurait pu mal tourner. Mais nous avons tous deux choisi d'essayer, répondit Tilryn. C'est ce qui compte. Les humains s'attendaient à des ennemis potentiels. L'accord s'attendait à des êtres ordinaires des mondes jardins. Tous deux se sont trompés et tous deux se sont adaptés. C'est cette flexibilité qui fait la force de ce partenariat. L'amiral Cole prit sa retraite du service militaire actif et accepta un poste de liaison entre le gouvernement terrien et le Conseil de l'accord. Sa première action fut de proposer un traité formel qui conciliait la puissance militaire humaine et la sagesse diplomatique de l'accord. Ce traité, appelé Charte d'unité, établissait plusieurs principes fondamentaux. La force militaire était réservée à la seule défense. Les différends seraient résolus par la médiation avant d'envisager d'autres solutions. Les espèces membres conservaient leur souveraineté, mais s'engageaient à se soutenir mutuellement. La technologie serait partagée pour le bénéfice commun. Les différences culturelles seraient respectées et célébrées. 201 espèces ont signé la Charte d'unité. L'humanité, les plus récents membres, a apporté des perspectives qui manquaient à la civilisation galactique. Celle de la lutte, de la survie et d'une paix chèrement acquise. Le représentant Brex, l'ancien sceptique, est devenu l'un des plus ardents défenseurs de l'humanité. Son discours devant le Conseil de l'accord est devenu célèbre dans toute la galaxie. J'avais peur des humains car ils étaient différents de nous. Brex l'a admis. Ils sont arrivés avec des navires de guerre au lieu de navires marchands. Ils parlaient de défense plutôt que de diplomatie. Ils étaient tout ce que l'accord n'était pas. Mais je comprends maintenant que la différence n'est pas synonyme de danger. Les humains nous complètent. Là où nous sommes sages, ils sont forts. Là où nous sommes pacifiques, ils nous protègent. Là où nous négocierions, ils nous défendraient. La galaxie a besoin des deux. Nous avons besoin des deux. Ce discours a fait évoluer les mentalités. Les membres de l'accord qui hésitaient quant à l'appartenance des humains ont fini par comprendre l'intérêt d'un partenariat avec les habitants des mondes de la mort. Paula a organisé le premier salon galactique des technologies où des espèces de tout l'accord ont présenté leurs innovations. La robustesse humaine s'est alliée à l'efficacité d'accord, à l'adaptabilité face aux rigueurs du monde et à l'art du monde des jardins. Cet échange d'idées a permis des avancées majeures dans des dizaines de domaines. Le programme d'entraînement défensif de Ben s'est étendu à 15 sites à travers l'espace d'accord. Des milliers d'êtres ont appris les bases de la sécurité, non pas pour devenir des guerriers, mais des défenseurs vigilants. La criminalité a chuté. Les attaques de pillards sont devenues rares. La galaxie est devenue nettement plus sûre. La base de données médicale d'Amira a sauvé sa première vie moins d'1 mois après sa mise en service.
Un commerçant de l'accord a été blessé dans un accident survenu loin de tout centre médical important. Les médecins locaux, utilisant les protocoles de la base de données, ont stabilisé le patient grâce à des techniques adaptées des soins aux traumatisés humains. Le patient a survécu et s'est complètement rétabli. Les réussites se multiplièrent. Les équipages humains et ceux d'accord servirent ensemble sur des vaisseaux mixtes. Des stations de recherche communes permirent des innovations qu'aucune des deux civilisations n'aurait pu réaliser seule. Le commerce se développa librement, encadré par des accords équitables qui profitaient à tous. Des programmes d'échange culturel permirent à des milliards d'êtres de découvrir de nouvelles perspectives. Priorité. Les programmes d'échange culturel ont permis à des milliards d'êtres de découvrir de nouvelles perspectives. 5 ans après, le premier contact, Diana assista à une cérémonie à la station centrale d'Accor. Ses enfants étaient désormais adolescents, maîtrisant 3 langues extraterrestres et à l'aise en présence d'espèces différentes. Ils considéraient les extraterrestres comme des êtres normaux, sans particularité, simplement d'autres personnes ayant une apparence différente. La cérémonie rendit hommage à ceux qui avaient rendu possible le premier contact. L'amiral Cole reçut une médaille pour sa gestion prudente, mais juste de la rencontre initiale. Tillerane fut salué pour son courage d'avoir abordé une espèce de la mort avec paix plutôt qu'avec crainte. L'équipage du Titan's Wake fut félicité pour avoir démontré que force et compassion pouvaient coexister. Diana se tenait à la tribune, représentant l'humanité, et s'adressa aux représentants de toute la galaxie. Il y a 5 ans, nous espérions négocier, mais nous nous préparions à la guerre. Vous espériez l'amitié, mais vous craigniez le danger. Nous nous protégions tous deux de nos expériences passées. Mais nous avons choisi de dialoguer avant d'agir. Nous avons choisi de comprendre avant de juger. Nous avons choisi le partenariat plutôt que l'isolement. Ce choix a tout changé. Elle marqua une pause, observant l'auditoire hétéroclite. Des centaines d'espèces, des milliers d'individus, tous à l'écoute d'une humaine qui, jadis, avait pointé des armes sur leur émissaire diplomatique. La Terre a enseigné à l'humanité que la survie exige de la force. L'accord nous a appris que la civilisation exige de la sagesse. Ensemble, nous avons compris que la prospérité requiert les deux. Nous sommes reconnaissants d'avoir eu la chance de participer à quelque chose qui nous dépasse. C'est un honneur pour nous de vous compter parmi nos amis, et nous promettons d'utiliser notre force pour protéger la paix que nous avons bâtie ensemble. Les applaudissements étaient sincères et chaleureux. Les différentes espèces exprimèrent leur approbation de diverses manières, mais le sentiment était universel. Après la cérémonie, Tilran trouva Diana sur la plateforme d'observation de la station, contemplant les étoiles. « Te souviens-tu de notre première conversation ?» demanda Tilran. « J'étais terrifié. Ta flotte était si puissante, si intimidante. » Je pensais que le premier contact signerait la fin de notre civilisation. Je me souviens avoir été méfiante, admit Diana. 47 vaisseaux débarquant sans prévenir. Nous avons cru que vous étiez des envahisseurs. C'est incroyable comme les premières impressions peuvent être trompeuses. Pas fausses, corrigea Tilran, juste incomplètes. Vous avez vu nos vaisseaux et vous avez perçu une menace. Nous avons vu vos armes et nous avons perçu une agression. Nos deux évaluations étaient basées sur des informations limitées. Mais nous avons tous deux choisi de recueillir davantage d'informations avant. D'agir ? Cela nous a sauvés, acquiesça Diana. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? La galaxie est plus vaste que l'accord. Nous finirons par rencontrer d'autres espèces, d'autres défis. Alors nous les affronterons comme nous nous sommes affrontés, dit Tilren avec assurance, avec prudence, mais aussi avec espoir, avec force, mais aussi avec sagesse, avec la volonté d'apprendre, plutôt que la présomption de tout savoir. Ils restèrent ensemble dans un silence confortable, observant les vaisseaux. Des centaines de modèles différents faisaient la navette entre les stations. Des cuirassés humains volaient aux côtés des vaisseaux scientifiques d'Accor. Des équipages mixtes travaillaient en harmonie. La galaxie avait changé, changeait encore, et continuerait de changer. Avant,
Je pensais que l'humanité était seule dans l'univers, dit Diana d'une voix douce. Maintenant, je ne peux plus imaginer être seule. L'accord pensait autrefois que nous étions le seul modèle de civilisation, répondit Tilren. Nous savons maintenant qu'il existe de nombreux chemins vers la paix, certains par la douceur, d'autres par la force, la plupart par une combinaison des deux. La fille de Diana accourut, tout excitée par quelque chose qu'elle avait appris au centre éducatif de la station. Elle parlait avec enthousiasme de biologie extraterrestre. Elle maîtrisait parfaitement des concepts qui auraient semblé de la science-fiction à la génération de Diana. C'était l'avenir. Non pas les humains seuls, non pas l'accord seul, mais tous ensemble. Différents, mais unis, forts et sages, guerriers et artisans de paix. Les extraterrestres s'attendaient à des négociations. Ils ont eu droit à un monde mort ou à une flotte de cuirassés à la place. Mais au final, ils s'étaient aussi fait des amis, des partenaires et des alliés prêts à les soutenir face à tous les défis que la galaxie leur réservait. Et cela a fait toute la différence.